Sur l'année 2020, le nombre d'investisseurs individuels a doublé en France. Alors c'est une excellente nouvelle que de plus en plus de particuliers s'intéressent au marché financier, d'autant que beaucoup de ces particuliers se sont positionnés en mars 2020 lors de la chute brutale des cours. Ils ont donc bénéficié d'un excellent retour sur investissement. Mais les nouveaux investisseurs peuvent avoir une vue assez déformée de la réalité des marchés financiers en se basant sur ces dernières années. Il y a un article intéressant que j'ai lu sur le blog de Ben Carlson, A Wealth of Common Sense, qui se demande quels conseils donnerait-on si les marchés financiers avaient commencé en 2010 ? Alors bien évidemment, c'est un exercice d'imagination, mais en fait, quand je discute avec de nouveaux investisseurs, je me rends compte que beaucoup se fondent sur le comportement récent des marchés financiers pour élaborer leur stratégie, pour créer leur portefeuille boursier. Et du coup, on va voir dans cette vidéo pourquoi le fait de te fonder uniquement sur ces dernières années pour élaborer ta stratégie d'investissement peut te faire prendre de très mauvaises décisions. On va voir que ça peut également conduire à des attentes un peu trop importantes au niveau de la performance. On commence tout de suite avec les 5 erreurs, les 5 idées reçues. Je savais pas trop comment formuler le titre. Donc 5 idées reçues que tu peux avoir sur la bourse en regardant uniquement les marchés financiers depuis quelques années. Première erreur, le fait de penser qu'une performance de 15-20% par an est acquis. Sur ces dernières années, la performance du S&P 500, qui est l'indice de référence aux États-Unis, a été assez incroyable. Si on regarde la performance annuelle depuis 2009, il y a eu 7 années où la performance annuelle a été supérieure à 15%. En moyenne, depuis 2009, la performance sur le S&P 500 a été de 13% par an. Alors bien sûr, j'aimerais qu'on connaisse des performances aussi importantes lors de la prochaine décennie, mais si on regarde les performances de plus long terme, on est en droit d'en douter. Et malheureusement, quand je parle à des investisseurs qui débutent, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre eux, une performance de 15-20% par an est classique. Il pourrait y avoir beaucoup de déçus à l'avenir parce que si on regarde la performance annuelle sur une durée beaucoup plus longue, la performance moyenne est beaucoup plus faible. Il y a notamment l'étude du Credit Suisse Global Investment Return Yearbook qui calcule la performance annuelle des marchés financiers depuis 1900. Depuis 1900, la performance annuelle aux États-Unis a été de 9,7% et seulement, entre guillemets, 6,6% par an net d'inflation. Alors c'est une performance qui reste très correcte, mais en prenant les États-Unis comme référence, on a un espèce de biais géographique parce que les États-Unis ont été les grands gagnants du XXe siècle. Sur les camemberts que je t'affiche à l'écran, tu vois le poids des pays sur les marchés financiers à la fin du 19e siècle par rapport à aujourd'hui. Les États-Unis sont passés d'un poids de 15% à 55,9% sur cette période. Donc si on voulait être un peu plus précis, on devrait plutôt prendre la performance du marché action mondial. En l'occurrence, la performance du marché action mondial a été de 8% par an depuis 1900 et de 5,2% par an net d'inflation. À noter que si on prend la performance du marché action français, cette performance est seulement de 3,5% par an net d'inflation. Donc tu l'as compris, la première erreur, c'est de penser que nous allons connaître une performance moyenne de 13% par an lors des prochaines décennies. Ça me semble très peu probable. Il faut plutôt tabler en prenant les performances historiques sur du 7-8% par an. Deuxième erreur, c'est de penser que la diversification géographique ne sert à rien. Alors je me suis amusé à comparer depuis 10 ans la performance de 3 ETF d'iShares qui suivent le marché américain, le marché européen et le marché émergent. Alors sur le graphique que je t'affiche à l'écran, tu vois en bleu la performance de l'ETF qui suit le marché américain, en bleu clair, tu as la performance du marché européen et en orange, tu as la performance des marchés émergents. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une surperformance très nette du marché américain sur le reste du monde. Alors bien évidemment, si on voit ce type de graphique et qu'on ne prend pas un peu de recul historique, on pourrait se dire qu'il faut tout miser sur le marché américain. Bien évidemment, c'est pas du tout ce que je te recommande. Je te recommande d'avoir un portefeuille diversifié géographiquement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des périodes où certains marchés performent mieux que d'autres. Sur ces 10 dernières années, ça a été le marché américain, mais sur d'autres périodes, ça peut être par exemple les marchés émergents. Sur le tableau que je t'affiche à l'écran, tu vois par exemple que sur la décennie précédente, de 1999 à 2010, la performance des marchés émergents a été de 391%. Dans le même temps, la performance des pays développés, États-Unis en tête, a été de 29,3%. Si on va encore un peu en arrière de 1994 à 1999, la performance des pays émergents a été de moins 44,1%, alors que celle des pays développés a été de 103,8%. Enfin, si on prend la période allant de 1988 à 1994, la performance des pays émergents a été de 598%, alors que celle des pays développés a été de 79,9%. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas uniquement regarder la performance de ces 10 dernières années pour élaborer ton portefeuille. Je vois aujourd'hui beaucoup d'investisseurs qui visent tout sur le marché américain. Je ne pense pas que ça soit le bon choix sur du moyen-long terme. Troisième erreur, investir uniquement dans les valeurs technologiques. Sur ces 10 dernières années, la performance des valeurs technologiques a été stratosphérique. Je t'affiche à l'écran la performance du Nasdaq 100 depuis 2010. Le Nasdaq 100, c'est un indice où il y a principalement des valeurs technologiques. Comme tu le vois, cet indice a progressé de 734% depuis 2010, c'est absolument énorme.
En ayant investi 10 000 € sur cet indice en 2010, tu te serais retrouvé avec plus de 80 000 € aujourd'hui. En revanche, si on prend la période précédente de 2000 à 2010, la performance est de moins 50%. Bien sûr, il n'y a pas que les valeurs technologiques qui ont subi une performance négative pendant cette période. Je te rappelle qu'il y a eu 2 crises majeures entre 2000 et 2010 avec l'éclatement de la bulle Internet et la crise des subprimes, mais la baisse a été encore plus importante pour les valeurs technologiques, notamment à l'occasion de l'éclatement de la bulle Internet où le Nasdaq 100 a chuté de plus de 80%. Alors attention, j'investis moi-même beaucoup dans les valeurs technologiques, elles représentent un pan important de notre économie aujourd'hui et il y a des sociétés qui réalisent des bénéfices absolument colossaux avec des marges très importantes, mais je pense pas qu'il faille pour autant investir uniquement dans les valeurs technologiques. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a souvent des niveaux de valorisation qui sont plus importants pour les entreprises technologiques et il faut vraiment pas que ces entreprises aient des résultats un peu décevants par rapport aux attentes du marché, sinon elles pourraient chuter très lourdement. Quatrième erreur, c'est celle de penser que les taux obligataires vont rester bas indéfiniment. Alors moi-même quand je dis ça, j'ai du mal à croire que les taux obligataires vont un jour remonter. J'ai l'impression que cette fois-ci c'est différent et que dans 20 ou 30 ans, les taux seront toujours très bas. Mais à chaque fois qu'on se dit qu'il s'agit d'un nouveau paradigme ou qu'on se dit cette fois-ci c'est différent, les marchés financiers nous prouvent souvent qu'on a totalement tort. J'ai trouvé un graphique qui te montre l'évolution des taux obligataires américains depuis 1950. On aurait à peu près le même graphique pour les taux français. Et comme tu le vois sur le graphique, nous avons déjà connu entre 1950 et 1980 une hausse impressionnante des taux obligataires. Alors bien sûr, c'était pas du tout dans le même contexte économique, mais encore une fois, je pense qu'on se met vraiment un doigt dans l'œil en se disant que les taux vont rester très bas indéfiniment. Alors il y aurait plein de choses à dire sur les taux obligataires, notamment sur la relation entre le marché action et les taux obligataires, on abordera peut-être ça dans une prochaine vidéo. Enfin, cinquième erreur, c'est celle de penser que les baisses en bourse ne durent que quelques semaines ou quelques mois. Lors de ces dernières années, nous avons connu 2 baisses rapides sur les marchés financiers. D'abord à la fin de l'année 2018 et bien sûr en 2020. À chaque fois, ces baisses rapides ont été suivies par une reprise tout aussi rapide. C'est notamment ce qui fait que psychologiquement, je trouve que les baisses qu'on a connues fin 2018 et en 2020 n'étaient pas si difficiles que ça. La baisse brutale en 2020 était peut-être un peu plus difficile parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'on allait descendre beaucoup plus bas, mais si on prend la crise des subprimes et l'éclatement de la bulle Internet, c'était des marchés baissiers qui étaient beaucoup plus difficiles à vivre psychologiquement. Alors pourquoi c'était plus difficile? Tout simplement parce que tu as eu plusieurs fois des reprises qui ont été suivies par des baisses importantes. Si on prend par exemple l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000, tu as eu d'abord une baisse de 14% qui a été suivie par une hausse de 4%, suivie d'une baisse de 15%, puis une hausse de 8%. Ensuite, on a eu encore une fois une baisse de 17%, puis une hausse de 10%, puis encore une baisse de 28%, etc. Et tout ça en un peu plus de 2 ans. Ce type de marché baissier est très difficile psychologiquement parce que à chaque reprise, tu penses peut-être que le marché baissier est fini et finalement c'est pour aller encore plus bas par la suite. Ces dernières années peuvent te donner une image erronée des marchés baissiers. Malheureusement, les reprises sont rarement aussi rapides que ce qu'on a connu récemment. Donc au cours de ta vie d'investisseur, il faut que tu sois prêt à vivre ce genre de scénario où tu as un marché baissier qui peut durer plusieurs années. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. C'était vraiment pour te montrer qu'il fallait pas uniquement avoir comme référence les 10 dernières années pour élaborer ta stratégie d'investissement. Et je pense que c'est également important d'avoir connaissance de différents scénarios au niveau historique pour être davantage préparé lorsqu'un cas similaire se produit. Ça peut nous éviter de faire les mauvais choix, des mauvais choix qui peuvent entraîner des pertes ou des manques à gagner de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire bien davantage sur les marchés financiers. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne. Je te remercie d'avance. Je t'avais également fait une vidéo sur le même thème des erreurs à ne surtout pas commettre où j'abordais des points différents. Donc si tu veux regarder cette vidéo, tu peux cliquer juste ici. Je te souhaite toujours plein de réussite. C'était Benoît. Ciao.